Le titre de ce 19h30, série d'audience 19 avril au Palais de Kosiam. Le chef de l'État a reçu des délégations d'associations et de structures étatiques avec le CISC, le HCROUN et le HCDS. Il a été question de réconciliation nationale, de lutte contre les stigmatisations et du projet de développement. Et puis, situation politico-militaire tendue, confuse au Tchad. Le Tchad où le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, un front rebelle, et l'armée nationale réclament le contrôle de la région de Kanem. La situation est donc confuse au Tchad. Nous y reviendrons dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, tout de suite, direction le palais de Kosiam, le HCROUN, reçu en audience par le chef de l'État. En fin d'émission, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est allé remettre son rapport à Roch-Marc Christian Kaboré en début d'après-midi ce lundi, un rapport qui contient, on l'imagine, des recommandations utiles au processus de réconciliation en cours. Abdoulazak Traoré. C'est terminé pour le HCROUN. L'institution adoptée sous la transition politique en 2015 est arrivée à son terme. Ce sont plus de 5000 dossiers de crimes économiques, de sang et des violations des droits humains liés aux événements politiques entre 1960 et 2015 qui ont été traités par Léandre Bassolé et son équipe. C'est donc un rapport de fin de mission que Roch-Marc Christian Kaboré reçoit ce 19 avril. Vous avez par exemple des biens détruits suite à des événements et tout cela constitue la trame en fait, du travail qui nous a été confié et comment nous l'avons en fait approché. Nous l'avons approché d'abord en nous disant que bien, nous ne sommes pas, c'est pas quelque chose de nouveau. Rien de nouveau, Léandre Bassolé fait allusion à la première tentative de réconciliation nationale en 1999 avec la mise en place du Collège des Sages. Ces propositions sont restées sans suite. Pour cette fois, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale espère une résolution définitive. Vous avez des dossiers qui avaient été traités, mais que vous retrouvez au niveau du HCROUN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ceux qui sont revenus, vous savez, dès qu'on dit c'est bon, il y a réconciliation, il y a réparation en vue, bon, il y en a qui reviennent parce qu'ils estiment que la première fois, n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. C'est après avoir fait tout ça. Si nous réussissons, après avoir identifié tout ce qui nous a permis de nous faire du mal les uns aux autres, sans vraiment nous soucier du lendemain, comment nous faisons? Est-ce que nous procédons à simplement une réconciliation où on va procéder à des indemnisations, à des réparations, et puis le processus s'arrête là, chacun plie bagage et nous rentrons chez nous? Nous pensons que non. Il faut identifier les raisons ou les cases qui sont restées vides et qui ont permis aux uns et aux autres, quel que soit là où ils étaient, de poser des actes répréhensibles sans être comptables, tenus comptables de ça. Des recommandations qui sont couronnées parce que le HCROUN qualifie d'écriture de la mémoire. Et l'écriture de la mémoire doit nous aider à travailler sur une garantie de non-répétition. Garantie de non-répétition, une fois que vous avez identifié tout ça, eh bien bon, il reste maintenant à prendre les mesures au niveau de la Constitution ou au niveau du droit pour établir des règles qui seront telles que, quel que soit l'endroit où vous serez désormais, si vous posez un acte, vous devez savoir que vous êtes comptable demain de cet acte-là. Ce 19 avril, avant le HCROUN, c'est le HCDS qui était au rapport. Domba Jean-Marc Palme a remis le rapport détaillé des activités du Haut Conseil du dialogue social de mai 2019 à avril 2020. Un peu plus tôt, ce 19 avril, en début de matinée, c'est le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui était reçu par le chef de l'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le CISC était porteur notamment d'un projet de développement destiné à réduire la vulnérabilité des éleveurs pasteurs qui sont parfois, vous le savez, pris pour cible dans la lutte contre le terrorisme. Je vous propose maintenant d'écouter le porte-parole du CISC, Daouda Diallo. Comme vous le
constaté, c'est une délégation du collectif contre l'impunité, la stigmatisation des communautés. On a eu l'audience ce matin avec le président du FASO pour traiter d'une question beaucoup importante qui va aussi militer en faveur de l'apaisement et à sécuriser notre pays. Parce qu'on est venu présenter un projet qui consiste à réduire la vulnérabilité des populations éleveurs qui aujourd'hui sont pris en étau, d'une part par les groupes armés et terroristes, et aussi d'autre part par la question de la stigmatisation. Pourtant, tous les Burkinabés sont aujourd'hui victimes de cette question. Donc, cette question de vulnérabilité, il faut la traiter. Et nous estimons que si nous traitons cette question de vulnérabilité des populations pasteurs et éleveurs, on va non seulement rehausser le niveau de l'éducation, on va réduire l'amplitude de l'élevage transhumant, on va également contribuer à réduire l'extrémisme ou la radicalisation des enfants de ces populations pasteurs et éleveurs. Voilà. Vraiment, c'est ressorti clairement, le président du FASO a été vraiment sensible et il a même exprimé, il a dit que c'est un projet pertinent et c'est un projet qui interpelle différents ministères et que des dispositions seront prises dans les jours à venir pour trouver un cadre pour mieux approfondir la réflexion et également se mettre au travail parce que c'est un projet pratique qui peut vraiment sauver des milliers de Burkinabés et également unir des milliers de Burkinabés pour qu'on puisse construire la patrie ensemble. À l'Assemblée nationale aussi, il a été question de projets, de programmes de développement, mais aussi de bonne gouvernance. Et c'est au cours d'une audience qu'a accordé Bala Alassane Sakandé à une délégation de Parlement suisse conduite par son président du Conseil national, Andrea Saïbi. C'est notamment adressé aux députés burkinabés à l'hémicycle, un discours axé sur le programme de coopération Suisse-Burkina Faso 2021-2025. Achmed Bon nous en dit plus. Le président du Conseil national de la Confédération suisse, accueilli ici par le président de l'Assemblée nationale. Il est reçu en audience par Bala Alassane Sakandé, puis prononce un discours devant les parlementaires. J'estime juste que la Suisse soutienne l'agriculture burkinabé. Elle le fait depuis de nombreuses années et j'en suis personnellement très heureux. Le but est de moderniser les fermes familiales, afin de créer des places de travail, d'augmenter les revenus des producteurs et d'atteindre la sécurité alimentaire. Cette action rentre dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours de Andrea Saïbi au Burkina Faso. Il va constater de visu les différents projets réalisés par la coopération suisse dans les domaines de la gouvernance, de la formation professionnelle et du développement économique local. Et puis pour moi, pour ma délégation, c'est important de savoir jusqu'à mercredi qu'est-ce que vous avez besoin. J'aime bien aller voir les projets de l'agriculture. Je suis paysan. J'ai été président des éleveurs suisses, environ 25 000 éleveurs. Alors, je vois aussi un petit peu les détails et puis ça m'intéresse beaucoup. Pour Bala Alassane Sakandé, malgré le contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes, cette visite témoigne du caractère fréquentable du pays des hommes intègres. C'est la première fois que nous recevons un président du Conseil national de la Confédération suisse au Burkina Faso. Vous savez, aujourd'hui, un peu partout, on parle du Burkina Faso, surtout par ces moments d'insécurité. Et aujourd'hui, recevoir un illustre hôte comme le président du Conseil national, qui ne va pas se limiter à Ouagadougou, qui va aller à l'intérieur du pays, cela démontre que le Burkina Faso est toujours un pays fréquentable. Les programmes de développement de la coopération suisse sont déployés principalement dans les régions du Nord, du Centre-Ouest et de l'Est du pays. En 5 ans, ce sont plus de 100 projets qui ont été exécutés dans une trentaine de communes, 12 provinces et 5 régions. C'est donc un bilan positif pour l'UICN en tournée de visite de ces réalisations au bénéfice des populations vivant de la forêt. Alex Belem Naba.
Des formations aux activités génératrices de revenus, la sécurisation foncière, la gestion des ressources naturelles. Ce sont entre autres des projets financés par la Banque mondiale au profit des populations dépendantes des forêts. Objectif, développer la capacité et appuyer les initiatives des communautés locales vivant des forêts au Burkina Faso via le programme d'investissement des forêts. 5 ans après la mise en œuvre dans ces différentes composantes, les bénéficiaires affichent une satisfaction. Ce financement nous a permis à travers la commercialisation du Soumala, de contribuer aux dépenses de la famille. Et les bénéfices qu'on gagne permet aux membres que nous sommes de contribuer un tant soit peu aux dépenses familiales. Et il nous a aussi permis d'être connus par d'autres partenaires. Et son exécution a permis à d'autres partenaires de nous faire confiance. L'éducation environnementale en milieu scolaire n'est pas oubliée. 29 écoles des zones d'intervention du projet ont bénéficié du financement pour la mise en place des jardins et des bosquets scolaires, en témoigne l'école de Diorao. L'école a bénéficié du projet IICN depuis bientôt 1 an. Et elle a réalisé quand même une pépinière plus un bosquet. Alors, dans le cadre de la pépinière, on a eu un financement de la part du lycéen avec l'appui des agents de l'environnement. On a pu réaliser la pépinière. Et en même temps, on a pu faire une mise en place du bosquet. On a pu implanter quand même 1 hectare. Mais on compte continuer parce que nous sommes en renouvellement de la pépinière. Dans l'autre emploi du temps, nous avons des heures d'APP, activités pratiques de production. Voilà, chaque classe a son emploi du temps. Donc, aux heures des APP des classes, ils sont utilisés dans les jardins. Les actions de l'Union internationale de la conservation de la nature en tant qu'agence nationale d'exécution, fournisseur de technologies, de connaissances et de meilleurs processus de décision sont saluées par son premier responsable. Le DGM a la même vision que l'UICN, parce que le DGM pense que les communautés locales sont les mieux placées pour conserver la nature si on les responsabilise. Et c'est exactement ce que vise également l'UICN, donner des connaissances aux usagers de la nature, les responsabiliser pour l'usage, mais aussi les permettre de prendre part au processus de décision concernant les ressources naturelles. Donc il y a une relation très étroite entre l'UICN et ce que la Banque mondiale, à travers le DGM, a voulu faire au Burkina et dans d'autres pays du monde. Les résultats sont à la hauteur, sinon même plus que la hauteur des ressources qu'ils ont reçues. Le président du comité national de pilotage du projet dit également être satisfait des résultats. Lorsque nous nous sommes engagés dans ce projet ou dans ce programme, la peur qu'on avait, c'était que est-ce qu'on n'est pas en train de faire un saut dans le vide? Est-ce que les bénéficiaires là ne vont pas faire en sorte que le projet va être remis en cause? Grâce à ce coup de pouce, ils ont pu mobiliser d'autres partenaires financiers qui les accompagnent. Mais on ne peut pas vouloir plus que ça. Nous sommes énormément satisfaits des résultats. Ce sont au total 32 communes du pays qui ont été concernées par ce projet. Elles sont réparties sur 12 provinces et dans 5 régions, notamment la Boucle du Mouhoun, le sud-ouest, l'est, le centre-sud et le centre-ouest. La gestion des ressources forestières encore au centre d'un projet piloté cette fois-ci par l'ONG Truide, la sauvegarde et la bonne exploitation de plusieurs sites forestiers et l'instauration d'un climat apaisé autour de ces activités forestières sont entre autres les acquis de ce programme, à en croire ses initiateurs. Sandrine Zougouri. La réduction des conflits liés à l'exploitation des ressources forestières est due en partie au projet Ouepani. Cette réduction est entre 75 et 100%. En plus, 20 000 personnes ont été formées sur les techniques et les bonnes pratiques en matière de gestion et d'exploitation des forêts. Nous notons également la sécurisation de 15 massifs forestiers. C'est que nous avons réalisé 145 éboulis qui sont des réservoirs de collecte d'eau de ruissellement pour non seulement la croissance des arbres, mais aussi pour permettre aussi le développement des animaux sauvages. C'est que l'eau, c'est un facteur capital dans les ressources naturelles. Il y a aussi plus d'1 million
d'arbres, parce que 1 109 000 plus d'1 million d'arbres qui ont été plantés. Il y a 45 forêts de plus de 55 000 hectares qui ont été délimitées, auxquelles tout un ensemble d'actions de conservation des eaux et des sols sont réalisés avec tous ces aspects de plans d'aménagement et de gestion qui sont réalisés pour permettre... Des acquis qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Et cette session du comité technique est l'occasion d'examiner et amender le dit rapport pour la suite du projet. L'objectif du projet Wepani est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales de la zone d'intervention du projet à travers la promotion de la gouvernance locale des ressources forestières, les investissements dans les forêts et la valorisation des produits forestiers non ligneux, et ce, dans l'optique de la réalisation des objectifs de développement durable. L'atteinte de cet objectif ne saurait relever de la seule responsabilité des membres du consortium de mise en œuvre du projet. Mis en œuvre par un consortium d'ONG et piloté par TreeAid, le projet est soutenu par la coopération suédoise qui réaffirme son engagement. Selon son premier responsable, la question forestière demeure sensible. Ici au Burkina, on sait qu'il y a une bonne partie de la population qui dépend directement des forêts, surtout pendant la période de soudure, mais aussi pour avoir des revenus pendant toute l'année. Et pour les changements climatiques, pour la biodiversité, les forêts jouent un rôle énormément important. Et vu la pauvreté des populations qui vivent dans ces forêts ou à côté de ces forêts-là, c'est très important de renforcer les incitations économiques de ces populations pour qu'ils veulent et qu'ils puissent s'investir dans ces forêts et protéger les forêts pour l'avenir. D'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA, le projet Wepani couvre la période de juin 2019 à 2024. Un projet qui intervient dans 25 communes réparties dans 4 régions que sont le Nord, le Centre-Sud, l'Est et le Centre-Est. Tout autre chose maintenant, nous parlons maintenant d'économie. Aujourd'hui, c'est lundi, vous le savez, c'est la chronique éco. Ce soir, c'est une chronique qui s'intéresse au secteur du transport. À partir du 30 juin prochain, tous les camions ayant subi des transformations importantes au-delà de la réglementation de l'UEMOA ne pourront plus circuler au Togo. Il s'agit du règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur le contrôle des charges à l'essieu. C'est un communiqué produit par les autorités togolaises qui sème l'inquiétude au sein des transporteurs burkinabés. Il faut dire que plusieurs de leurs camions sont concernés et les conséquences pourraient être dramatiques. C'est signé Arsène Konditamde. Le règlement 14 de l'UEMOA stipule qu'aucun camion ne devrait excéder 16,50 mètres de longueur et toute modification devrait se faire dans des conditions bien déterminées. Mais sur les routes, le constat est tout autre. Certains camions vont jusqu'à 22 mètres. Le Togo, plaque tournante du commerce dans la sous-région, veut prendre le taureau par les cornes. À partir du 30 juin, aucun camion anarchiquement transformé ne pourra circuler sur son territoire. Ils ont considéré par exemple le risque d'accident. Ils ont considéré aussi la dégradation des voies. Mais il y a un autre aspect qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'un camion qui transporte le chargement de 3 camions, en termes de flux de circulation, de consommation de carburant, en termes économiques, il y a aussi des aspects qu'il faut envisager. Donc, je ne connais pas le principal motif, mais l'un dans l'autre, on peut retrouver ces motifs-là pour justifier cette décision. Le compte à rebours est donc lancé pour les transporteurs burkinabés. Il leur reste moins de 45 jours avant l'entrée en vigueur de cette décision. Passé cette date, leurs véhicules seront tout simplement mis sur la touche. Si d'ici fin juin, nos propriétaires de camions ne se sont pas conformés, certains de leurs véhicules ne pourront pas aller transporter du chargement du côté du Togo. Ça peut avoir des conséquences. S'il se trouve que dans notre parc, il y a beaucoup de camions qui sont transformés, ça veut dire que ces camions ne pourront pas circuler. C'est d'autres camions qui vont aller
d'autres camions non transformés. Donc peut-être que ça va mettre on va réutiliser d'autres types de camions avec d'autres types de chauffeurs qui vont aller sur le corridor Toulouse. Quelques possibilités s'offrent tout de même aux propriétaires de véhicules anarchiquement transformés. Ils peuvent soit ramener leurs camions aux dimensions initiales, soit suivre la procédure relative à la transformation des véhicules dans l'espace communautaire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas transformer un véhicule, mais si vous le transformez, il y a des voies réglementaires pour le faire. En ce moment, vous êtes en règle, vous pouvez circuler. Maintenant, peut-être que la loi aussi autorise un niveau de transformation. Ça, je ne connais pas la réglementation. Et peut-être que c'est ça, c'est cette limite-là que les transporteurs essaient de franchir en n'allant pas se déclarer pour procéder aux transformations nécessaires. Le 19 septembre 2019, à Dakar, les ministres des Transports de la zone UEMOA s'étaient engagés à la mise en œuvre du règlement 14. La mesure aurait dû prendre effet depuis le 1er juillet 2020, mais la pandémie Covid-19 avait tout chamboulé. Maintenant, cette question, avez-vous déjà entendu parler de team building? Eh bien, c'est tout simplement un exercice de motivation pour créer un esprit d'équipe dans les entreprises, bien sûr, dans le but d'atteindre des résultats encore plus efficients. C'est un exercice auquel s'est adonné le Trésor public du Burkina Faso à travers une matinée de sport groupée à Ouagadougou, une séance de formation à laquelle on prépare plus de 800 agents. Benjamin Kwame. Comme une armée en ordre de bataille, ils font sortir leur cri de guerre, Trésor, pour dire qu'ils sont prêts à gagner ensemble. Chacun enfile ainsi une chasuble et direction le palais des sports. Ce sont les agents du Trésor et de la comptabilité publique, depuis les inspecteurs jusqu'aux simples agents, ils sont tous présents. Nous sommes à l'école du team building, un exercice qui vise à construire une et une seule équipe avec un esprit commun pour atteindre les résultats escomptés. Ici, 8 équipes de 100 personnes sont constituées pour cette formation depuis un mois. Building en anglais, c'est la construction d'une équipe. Il est question pour nous d'inculquer cette notion d'équipe-là à travers l'ensemble des personnes que nous avons à notre charge. Vous savez, un travail qui ne se fait pas en équipe, chacun étant disparate dans sa façon de faire, on ne peut atteindre aucun résultat efficient. Dans chaque équipe, il y a pratiquement tous les corps de métier et naturellement, la disposition géographique aussi est respectée. Le team building est une formation à plusieurs étapes avec un objectif bien précis. Il y a 12 parcours qui concernent le team building. On commence depuis le footing jusqu'au tapis en passant par front-menton. Le footing, c'est simple, on commence ensemble, mais vous allez voir qu'avec l'accélération, on ne va pas arriver ensemble. C'est donc dire déjà que l'esprit d'équipe est foulé. Donc à partir de là, on tire les leçons qui vont avec, et c'est comme ça que nous allons faire durant tout le processus. Au terme de ce team building, ils sont appelés à aller au-delà des standards habituels. Vous savez, on dit que seul, on va loin, on va vite, mais lorsqu'on est en équipe, naturellement, on va au-delà de tout ça. Et il faut donc aller au-delà des standards. Et c'est ce que nous avons voulu montrer à travers les différents parcours pour montrer que qu'on soit inspecteur, qu'on soit contrôleur, qu'on soit même simple manœuvre, on a besoin les uns des autres. Et tant qu'on ne va pas se serrer les coudes, il serait difficile d'atteindre les résultats ensemble. Cet exercice intervient dans le plan d'action 2021 de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Dans notre plan de formation 2021, nous avons initié cette session de formation qui vise en tout cas à construire l'équipe, l'esprit d'équipe au sein de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Pour l'atteinte des objectifs de notre administration, il est nécessaire que nous puissions être unis, solidaires et viser le même objectif. Un mois que la formation a été lancée, Célestin Sanon dit constater déjà l'esprit d'appartenance de ses agents à une même maison. La deuxième étape de ce team building va concerner l'ensemble des responsables et ceux ayant manqué celle-ci. Cela fait maintenant 5 ans que la santé communautaire a été institutionnalisée au Burkina Faso. C'est une politique qui vise à accélérer l'atteinte des objectifs nationaux en
matière de soins de santé précaires. Et bon, 5 ans après, quels sont les bilans qu'on peut en tirer? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre plusieurs acteurs du secteur de la santé en atelier pendant 48 heures. Archimède Boy. Réunis dans cette salle, des acteurs de la santé dressent le bilan des 5 années de l'institutionnalisation de la santé communautaire au Burkina Faso. Une politique qui promeut les droits à l'accès aux services sociaux de base. Selon les données d'intervention communautaire disponibles dans Andos, de 2018 à ce jour, plus d'1 300 000 cas de paludisme, diarrhée et pneumonie ont été pris en charge par les agents de santé à base communautaire. C'est une stratégie qui fait en sorte que nous appuyons sur, bien sûr, les aspects techniques d'intervention en santé, mais surtout sur les acteurs au niveau communautaire, faire en sorte que l'on capacite ces acteurs qui sont dans la communauté, mais aussi qu'on fasse en sorte que les organisations de la société civile qui sont des organisations à base communautaire puissent également accompagner les équipes de santé le plus proche possible au niveau des fonctions sanitaires périphériques, mais également que l'équipe d'encadrement du district puisse intégrer cette donne-là et faire en sorte que l'ensemble des actions qui sont portées depuis le niveau central puissent s'appuyer sur les acteurs communautaires afin que ces interventions aient un meilleur ancrage. Durant ces 5 dernières années, l'UNICEF a appuyé techniquement et financièrement le ministère de la Santé au niveau stratégique et opérationnel. Et donc les partenaires techniques et financiers appuient les gouvernements pour assurer qu'effectivement toutes les populations, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils ont accès aux soins de santé de base. Et c'est ça notre appui technique essentiellement que nous apportons au ministère, mais aussi un appui financier. L'institutionnalisation de la santé communautaire a été actée au Burkina Faso le 2 mars 2016. En effet, un décret pris en Conseil des ministres autorisait le recrutement de 2 agents de santé à base communautaire par village. L'apport de ces agents vise à garantir un accès plus large des populations aux services sociaux de base. Et puis, ce geste de solidarité du président du CDP envers les populations de Sissin, c'est un quartier de Ouagadougou. C'est un château d'eau qui fournira 15 mètres cubes d'eau à ses habitants. L'infrastructure a été inaugurée en présence de Benjamin Kwame. De l'eau potable jaillissant tout droit d'un château d'eau implanté dans le quartier Sissin à Ouagadougou en présence de Eddy Komboigo. Un château inauguré en ce jour par le président du CDP. Ce joyau, livré en ce jour, fait suite à une demande des populations à l'endroit de Eddy Komboigo, lui qui est convaincu que l'implantation de cet outil à Sissin vient ainsi soulager énormément les populations. Lors d'un passage, le chef de Sissin et les musulmans de la zone m'ont demandé de les aider à avoir un forage. Nous avons instruit de faire le forage. Le forage a été obtenu et nous sommes tombés dans la période de pré-campagne. Vous savez que dans la période de pré-campagne, nous ne pouvons pas faire des dons. Nous avons donc attendu cette période-là pour venir faire officiellement le don. Nous avons fait le forage, nous avons obtenu 15 mètres cubes d'eau, tenez-vous bien, 15 mètres cubes d'eau, et nous allons le signaler à l'Office national des eaux, l'ONEA, et de l'assainissement, pour qu'ils voient comment ils peuvent améliorer le forage et le château. Nous avons fait un château de 5 mètres cubes, mais je pense qu'on peut faire un château de 20 à 40 mètres cubes d'eau. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé entend faire œuvre utile à travers cette action caritative. Pour lui, les populations sont beaucoup éprouvées en cette période où l'eau se fait de plus en plus rare dans les robinets. Vous savez, ma mère est de Sissin. Je pense qu'on peut approvisionner des milliers de populations dans cette zone-là et à leur bonheur. Nous arrivons dans une période où vraiment l'eau se fait rare. Et quand vous voyez le matin et le soir, comment les femmes s'allient ici et les hommes s'allient pour s'approvisionner en eau, ça fait plaisir d'avoir été utile. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il leur donne force et courage et qu'il unisse davantage les filles et les fils de Sissin afin qu'ils puissent faire de ce joyau un outil utile pour leur vie. Un outil utile pour leur vie, c'est en ce sens que la communauté de Sissin accueille ce don, qui est d'ailleurs réceptionné dans ce mois spécial de Ramadan, de quoi lui témoigner toute leur gratitude. Donc,
Le président Edi Kombego a apporté de la joie aujourd'hui à Cissé. Il a envoyé de l'eau à ses oncles. Un don qui intervient pendant le mois béni du Ramadan. Ce geste de notre neveu nous permettra de rompre le jeûne et au-delà d'avoir de l'eau en permanence. L'inauguration de ce château a été l'occasion pour les populations de Cissé de procéder à une remise du trophée aux vainqueurs de la première édition de la Coupe de pétanque placée sous l'égide de Edi Kombego. Et pour terminer, hors de nos frontières, actualité internationale, nous nous rendons maintenant au Tchad, où la situation politico-militaire est de plus en plus confuse. Communiqué contre communiqué, les rebelles du FARC et l'armée nationale revendiquent le contrôle de la région du Kanem, une région où il y aurait eu d'intenses affrontements militaires. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad informe l'opinion nationale et internationale que ces forces de la résistance ont procédé à la libération de la région du Kanem ce jour 18 avril 2021. La situation au Tchad et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le groupe à l'origine de la rébellion lancée il y a une semaine pour déloger Idriss Déby, qui affirme donc officiellement avoir procédé à la libération de la région du Kanem, tandis que dans le même temps, l'armée tchadienne revendiquait une percée dans cette zone et dit avoir arrêté plus d'une centaine de prisonniers dans les combats qui ont eu lieu samedi. Les forces de défense et de sécurité ont, avec détermination et courage, mis en débandade la colonne de terroristes qui s'est maladroitement aventurier au nord de la province du Kanem. Cette colonne a été totalement décimée. Le ratissage continue pour récupérer les derniers fuyards. L'armée tchadienne affirme aussi avoir tué plus de 300 rebelles et perdu 5 militaires dans les affrontements. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad a lancé une offensive depuis ses bases arrières en Libye le 11 avril dernier, jour de l'élection présidentielle pour laquelle le président sortant Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, est donné gagnant. En 2019 déjà, les rebelles avaient tenté de le renverser. Ils avaient été stoppés par des frappes aériennes de l'armée française. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité. Renouvelez, restez aussi BF1 tout à l'heure à 20h15, le journal en langue nationale Morée. Puis à 21h00, ça sera le Sport Time, votre émission de sport préférée avec l'immense John William Sonda. Bonsoir, au revoir.